en guise de conférence inaugurale, nous présenter une thématique à nos yeux universitaire très importante, à savoir la relation que l'on peut trouver entre le développement territorial et puis le rôle de l'université. Bien comme vous le savez, maintenant, d'une manière générale, il y a un contexte connu qui est le contexte de mondialisation et de concurrence et de globalisation qui fait que de plus en plus l'université se trouve au cœur de ces enjeux-là et de ce développement à tous les niveaux, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle tendance maintenant qui consiste en réalité à implémenter ce qu'on peut appeler les clusters ou les pôles de compétitivité. Et là, nous allons voir assez rapidement par la suite un peu la place et le poids que peut avoir l'université au sein de ces dispositifs-là. Donc, néanmoins, avant peut-être de passer à cela, je voudrais juste mettre deux diapositives concernant un peu le rôle de l'université d'une manière générale, que fait l'université en réalité. Mais il est bien clair que je ne prétends pas finalement présenter tout ça d'une manière relativement détaillée, exhaustive. Ça serait une véritable gageure que de prétendre faire cela. Je vais uniquement peut-être focaliser sur les aspects économiques et plus particulièrement un peu la relation développement territorial et puis cluster et pôle de compétitivité. Alors je vous propose un plan qui se décline en quelques points relativement simples. D'abord, que fait l'université? Ensuite, qu'est-ce qu'un développement territorial? Qu'est-ce qu'un cluster? Comment fonctionne un cluster? Et puis, qu'est-ce que le concept français de pôle de compétitivité? Je terminerai sur quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ces expériences. Alors, le rôle, peut-être par rapport à cette question que fait l'université, le rôle fondamental de l'université, comme tout le monde, chacun le sait, consiste en réalité à diffuser la connaissance et les savoirs, tout d'abord les produire, n'est-ce pas, au départ, mais également les capitaliser, à les analyser, les construire et puis les diffuser. Bien entendu, les parties prenantes, je dirais la société dans son ensemble, a tendance à, je dirais, bénéficier de tout cela. Quand je dis parties prenantes, je fais allusion notamment aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, aux entreprises, au monde socio-économique d'une manière générale. Et d'autre part, en matière de recherche, le fait de faire de la recherche, c'est en quelque sorte produire des connaissances nouvelles. Ces connaissances nouvelles, comme vous le savez, vont donner lieu, il est clair, à l'innovation, à une meilleure productivité, et puis du coup, on a un impact sur le développement économique, territorial également, mais social, culturel, etc. Et ça, on aboutit sur, si vous voulez, sur un développement et un cadre de vie et une meilleure qualité de vie. C'est un peu ça, disons, le rôle en dehors de l'université. Bien entendu, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, juste pour dire qu'on va focaliser sur ces aspects de développement économique et d'innovation, parce qu'il serait quand même assez difficile de faire une synthèse sur le rôle de l'université à travers le temps et selon l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'un développement territorial? Qu'est-ce qu'on entend par le développement territorial? À la limite, il y a plusieurs définitions, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai plus quelques minutes, n'est-ce pas? Donc je vais directement au sujet, et puis à la définition, en choisissant une définition tout à fait simple. Alors, qui consiste à dire que le développement territorial peut être défini comme étant une amélioration, une augmentation de la qualité de vie, du niveau de vie. Bien entendu, il y a l'aspect économique, mais il y a aussi d'autres aspects, je dirais l'aspect social, culturel. Donc globalement, c'est améliorer le cadre de vie et la qualité de vie sur un territoire donné. Alors, je ne vais pas peut-être aller dans le détail sur la notion de territoire qui est assez complexe et intéressante à fouiller, mais je passerai compte tenu du temps. Alors, par rapport à ce territoire-là, maintenant il y a cette nouvelle tendance, ce que je disais tout à l'heure relativement rapidement, à savoir l'implantation et la mise en place de dispositifs pouvant dynamiser le territoire, mais en même temps répondre, comme nous allons le voir, je dirais aux problématiques posées par la mondialisation. Alors ces dispositifs-là s'appellent les clusters aux dénominations américaines et puis les pôles de compétitivité selon la vision française. Bien, alors, je poserai la question de savoir qu'est-ce qu'un cluster.
Alors un cluster, on peut dire tout simplement, c'est un lieu géographique où il y a une concentration de savoir-faire et de compétences au sein des territoires, et bien entendu avec des entreprises. Donc les entreprises et les centres de recherche et les centres je dirais, des universités sont ensemble pour construire une vision ensemble, pour travailler ensemble et pour développer l'innovation et protéger les emplois, etc. dans ce cadre de mondialisation. Si vous voulez, ça c'est un peu l'idée américaine de cluster. Le célèbre cluster que tout le monde connaît, c'est Silicon Valley, n'est-ce pas? Et si vous voulez, par rapport à cette notion de mondialisation, c'est le fait de concevoir à une échelle locale un dispositif qui peut lutter contre la mondialisation, d'où justement le paradoxe penser global et agir local. Alors, la réussite un peu de cette expérience américaine a fait que l'ensemble des pays par la suite ont importé, si vous voulez, ce mode de fonctionnement. Je fais allusion notamment au concept français de pôle de compétitivité. Et à ce niveau-là, la France s'est dotée d'un certain nombre de pôles, je vais citer tout à l'heure. L'objectif étant de mettre ensemble les entreprises et les universités et les centres de recherche et les labos. Alors, une caractéristique essentielle dans le domaine des clusters, c'est en fait de travailler ensemble, apprendre à construire ensemble, à concevoir ensemble, à aller de bout en bout de la chaîne, n'est-ce pas, depuis la conception jusqu'au marché, vendre, et tout ceci se fait entre chefs de projet d'entreprise, je dirais promoteurs, et puis universités, centres de recherche. Et l'intéressant ici, c'est que ce n'est plus des disciplines un peu, je dirais, saucissonnées ou cloisonnées, c'est plutôt tout le monde, toutes les spécialités ensemble. Vous avez le cas de, j'ai cité, mathématiciens, physiciens, biologistes, économistes, hommes de marketing, etc., qui sont ensemble et qui ont un seul projet, produire et vendre et réussir donc sur un projet. Ça, c'est une caractéristique essentielle. Alors, comment fonctionnent un peu ces clusters? Bon, j'ai pris quelques diapos juste pour faire un peu une description très générale. On ne pourra pas effectivement aller dans le détail de la description. Je le ferai pendant le cours pour les étudiants, ça c'est clair. Mais là, juste quelques petits mots. Donc, en réalité, les Américains, à travers le principe de cluster, ont mis en place, ce que je disais tout à l'heure, des entreprises, de grandes entreprises, et puis des universités, des centres de recherche, ensemble sur le même lieu géographique, pour qu'il y ait une certaine mutualisation et une certaine forme de partage des savoirs et des connaissances. Bien entendu, avec des particularités. Vous savez par exemple qu'aux États-Unis, le fait de s'ouvrir à l'extérieur a fait que les États-Unis ont ramené énormément de compétents, les meilleurs chercheurs, les meilleurs étudiants de par le monde, et ils les ont mis ensemble, avec des rémunérations tout à fait importantes. C'est une façon de les inviter à venir. Alors, il y a quelques clusters connus, et j'ai tenu à les citer parce que c'est pour faire ce rapport entre université et cluster. Ces clusters sont à proximité de grandes universités. Alors, vous avez Route 128, qui est à Boston, à côté de la célèbre MIT et Harvard. Vous avez Research Triangle Park, qui est du côté de la Californie du Nord, et enfin le célèbre Silicon Valley, qui est situé du côté de l'université de Stanford. Ça, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est cette synergie-là qui est importante au sein d'un cluster. C'est être ensemble sur le même lieu et puis échanger tous les jours, vivre ensemble en réalité. Bien, alors, bien entendu, chacun de ces clusters abrite, comme je l'ai dit, une très forte concentration de savoir-faire et de matières grises. Venez de par le monde, là, pas uniquement forcément des Américains, même des Indiens, des Japonais, tout le monde, les meilleurs. Alors, l'expérience a très très bien réussi aux États-Unis. Alors à la base, j'ai tenu à dire ça, c'est qu'à la base, il y a cette tradition aux États-Unis qui consiste à dire que l'université travaille avec l'entreprise. Alors un exemple, depuis le 19e siècle, du temps du président Lincoln. Alors, je disais donc qu'au temps du président Lincoln déjà, des universités publiques ont été créées spécialement pour aider l'agriculture et l'industrie en introduisant de nouvelles façons, de nouvelles techniques et en faisant finalement de l'innovation. Alors en plus de ça, quelques caractéristiques essentielles du cluster américain. C'est que paradoxalement, au fait qu'aux États-Unis, il y a en fait
je dirais, c'est un pays libéral, si vous voulez. Il n'y a pas véritablement une présence forte de l'État. Paradoxalement, dans ces domaines-là, il y a une très forte implication de l'État au niveau de la recherche, au niveau de la construction et du financement et de l'encouragement des clusters. Alors, aux États-Unis, les finances publiques touchent essentiellement les trois secteurs suivants. Recherche universitaire en premier lieu et défense après. Paradoxalement, on devrait peut-être se dire la défense d'abord et puis la recherche universitaire. Défense et puis santé. Bien entendu, au niveau de la défense, il y a des budgets aussi qui sont dédiés à la recherche, n'est-ce pas? J'en toucherai un peu tout à l'heure. Alors, si on maintenant en axe, on prend en considération cet aspect d'implication des pouvoirs publics, les pouvoirs publics mettent en place et financent à travers cette recherche universitaire des sommes énormes. Et pratiquement tous les contrats de recherche universitaire passent par l'État, c'est-à-dire par les ministères et par les agences fédérales. Et souvent aussi, une partie de ces budgets-là ne sont pas loués. C'est un peu, je dirais, innovant. C'est que le pouvoir public, une agence fédérale par exemple, NSA ou CIA ou FBI, etc., font des contrats directement avec des équipes de recherche, non pas avec une entité universitaire, mais directement avec les équipes qui sont en avance sur telle thématique. Ça, c'est quand même assez intéressant. Le ministère de la Défense américain fait la même chose. Avec des équipes de recherche, c'est des contrats individuels avec le chef d'équipe. Alors, l'objectif en réalité par rapport à cette notion de développement de ces territoires, c'est que les États-Unis ont, n'est-ce pas, mis en place un dispositif pour que les capacités stratégiques de recherche doivent rester sur le territoire américain. Avec des moyens, des initiatives, encouragements, etc. Mais parfois aussi, pour les secteurs dits stratégiques, n'est-ce pas, il y a interdiction de délocaliser ces capacités de recherche vers l'étranger. Tout reste aux États-Unis. Ça, c'est quand même assez intéressant à dire. Alors, je disais tout à l'heure, j'en ai pas encore pour longtemps, hein. Je disais tout à l'heure que l'expérience française, des points de compétitivité. Cette idée de cluster a très très bien marché aux États-Unis. Tous les pays, les grands pays riches, ont importé l'idée, ont mis des dispositifs équivalents. En France, déjà à partir de 2004, l'idée, à travers une politique industrielle innovante, c'était d'initier des points de compétitivité, et ça a été fait à partir de 2005. En réalité, c'est une expérience relativement récente, n'est-ce pas? Bien. Ben, l'idée, ça a fait la même chose que le cluster. Peut-être, je dirais, une définition donnée par les pouvoirs publics français sur ce que c'est qu'un pôle de compétitivité. Et permettez-moi de lire complètement et précisément la définition pour ne pas trahir la pensée de ceux qui l'ont conçu. Alors, un pôle de compétitivité est sur un territoire donné, l'association d'entreprises, de centres de recherche et d'organismes de formation engagés, très important, dans une démarche partenariale pour mettre en œuvre une stratégie commune de développement. Cette stratégie est destinée à dégager des synergies autour des projets innovants conduits en commun en direction d'un ou de plusieurs marchés. Si on fait une politique volontariste claire avec des objectifs très très précis. Toutes les études menées, n'est-ce pas, ont montré que cette expérience a très très bien marché en France, elle est considérée comme positive. Toutes les articles, même les articles de 2011 font état de cela. Alors, l'intervention de l'État et des collectivités territoriales a été fondamentale. S'il n'y a pas l'État derrière, ça marche pas. Et fortement. À ce jour, en 2011, nous avons 71 pôles de compétitivité en France et dans tous les domaines. J'ai cité à titre d'exemple, là, et non pas d'une manière exhaustive, vous avez la nutrition, la santé, les transports, l'éthique, technologie d'information et de communication, nanotechnologie, aéronautique, industrie et agro-ressources, etc., textile et autres. Alors je vous présente rapidement juste une petite carte pour avoir une idée sur les pôles de compétitivité en France. Voilà, alors vous avez une carte de toute la France et vous avez deux types de pôles. Vous avez des pôles à vocation dite mondiale et puis des pôles à vocation nationale et dans tous les domaines. À chaque fois, c'est toujours l'université qui est à côté. Les universités, je vais vous citer des exemples. Alors, continuons un peu la diapo. Voilà.
Alors j'ai pris un exemple d'un pôle donné, hein, le pôle de e-trans qui est spécialisé dans le domaine des transports. C'est pas par hasard, c'est parce que je m'intéresse dans le domaine de la recherche, dans les transports et l'économie de transport précisément. Alors, je prends l'exemple de e-trans. E-trans est spécialisé dans le domaine des transports, il est situé en Picardie, hein, et puis il a une vocation mondiale. Quel est le rôle que fait e-trans? Quelle est la mission de e-trans? C'est inventer, concevoir, fabriquer et vendre des systèmes de transport du futur. Donc tout le monde se met ensemble pour gagner des marchés, hein, parce qu'il y a une concurrence rude entre les Américains, les Japonais, les Chinois, etc. Alors les membres actifs de ce pôle de compétitivité spécialisé en transport, vous avez les grandes entreprises très connues, hein. Il y en a 28, j'ai cité SNCF, EADS, ADES, Renault, Valeo, que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous avez en termes de centres de recherche et d'universités une liste composée de 30 universités et centres de recherche, de très grandes universités françaises. Il y a une liste. Il y a entre autres les centres de recherche comme l'INRED, l'INRIA, et puis des PME qui sont au nombre de 39, et puis autres partenaires. Dans les autres partenaires, c'est généralement la Chambre d'industrie et de commerce de la région, etc. Alors, à ma connaissance, et je l'ai cité, l'Université de Reims Champagne-Ardenne fait partie, n'est-ce pas, monsieur le recteur, monsieur le président, donc fait partie du pôle de compétitivité, industrie et agro-ressources. Alors, j'arrive un peu à la conclusion, pas très loin. Donc, quelles leçons tirer de ces expériences-là? Quel enseignement en ce qui nous concerne? Alors, tout d'abord, juste quelques points pour dire un peu des conclusions relativement générales. Alors, l'élément central d'un pôle de compétitivité, je vais y arriver, et au cluster, c'est en fait le moteur sur l'université avec toutes ses composantes, formation pour recherche. Premier élément. Deuxièmement, très forte présence des pouvoirs publics. Troisièmement, conjugaison de l'enseignement académique avec la recherche appliquée, tout près des entreprises. Et finalement, le plus important aussi, c'est la relation entre recherche appliquée et marché. Il faut que les produits aient un marché, parce que le marché, c'est l'élément valorisant qui permet de se développer par la suite, de réinvestir, etc. Ça, c'est les éléments clés en 4 points, mais il y en a d'autres. Alors, en ce qui nous concerne en Algérie, j'ai essayé de faire une petite tentative comme ça, un peu en 2 diapos, pour dire un point de vue personnel en tant qu'enseignant-chercheur. Alors, pour ce qui concerne l'Algérie, comment on fait? Alors, l'idée, de mon point de vue, elle est relativement simple. L'Algérie est en train de construire, c'est en construction, ce qu'on appelle les pôles de compétences de recherche. À mon avis, il faudrait passer à partir de cette notion de pôle de compétences de recherche, un peu l'équivalent de pôle recherche en France, pour aller vers les pôles de compétitivité. Alors l'Algérie investit, comme vous le savez, depuis quelques années, énormément d'argent dans pas mal et de nombreux domaines. Les infrastructures routières, l'autoroute, les tramways, etc., n'est-ce pas? C'est énorme. Et puis la santé, le logement, etc. Donc ça, c'est un peu le domaine prioritaire. Il faudrait aller là-dedans, c'est clair, c'est très bien. Mais en parallèle, faudrait-il peut-être un peu, dès maintenant, anticiper et construire, je dirais, cette symbiose qui devrait exister entre les entreprises et les centres de recherche et les futurs pôles de recherche, pour que justement se construisent ensemble des structures, hein, n'est-ce pas, qui sont appelées à se développer, du style Abdallah, par exemple, dont certains connaissent, hein, n'est-ce pas? Donc faudrait-il peut-être mener, de mon point de vue, une politique volontariste qui est des mêmes. Alors, juste une dernière, pratiquement, diapo. Alors, pour l'université, il faut, à mon avis, j'ai résumé ça sur 3 points essentiels: s'adapter, communiquer et renforcer les liens avec les entreprises. Moi, je vais les dire un peu, pas forcément dans l'ordre. Alors, tout d'abord, pour l'université, il faut mettre une cellule de veille pour voir l'environnement, qu'est-ce qui se passe, de quoi l'environnement a-t-il besoin, être à l'écoute, et puis voir ce qui se passe. Développer un système de management de la connaissance, pourquoi pas? Alors, dans le sens où, et ça revient, et ça nous ramène un peu au deuxième point, qui est développer un système de gestion des ressources humaines pour capter les compétences ici et là. Encourager l'arrivée, sur l'université de Batna par exemple, des compétences soit nationales et internationales, et les mettre, je dirais, avec des moyens, bien sûr, importants. Et puis, la même notion par rapport au centre
et au cours de recherche, à ramener les compétences. Alors, peut-être au niveau de l'université, c'est aussi développer des indicateurs, des moyens assez importants pour, si vous voulez, mesurer la performance, évaluer. Moi, j'ai résumé ça, adopter un système d'assurance qualité avec un référentiel pour mesurer un peu l'étendue et puis l'atteinte des objectifs. Et très rapidement, ça c'est un peu communiqué. C'est accroître la visibilité, renforcer la notoriété, vous savez, les classements université, classement de Shanghai, Web Bibliometrics, etc. Et puis prendre en compte ces aspects modernes de communication comme le site web de l'université lui-même, le développer, l'améliorer, et puis prendre en compte le web 2.2 et puis ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, aller vers les entreprises en un mot, encourager les synergies, travailler sur des projets en commun, c'est un peu faire du marketing, n'est-ce pas, de la recherche. Réseautage, travailler en réseau, en interne, en externe, avec des établissements et des partenaires internationaux. C'est un peu le cas ici avec la présence de la délégation de l'université de Reims, Champagne, Ardennes. Et puis, travailler ensemble, ça permet, c'est l'expérience qui le dit, travailler ensemble, ça veut dire, quand on a un projet en commun, et on est convaincu, on élimine énormément de tensions dites contre-productives. Comme ça, chacun travaille cloisonné les uns pour les autres et on se cache des choses. Et puis enfin, bien entendu, on est en train de travailler au sein de l'université sur ces aspects. On en a développé pas mal, mais il faudrait peut-être encore les renforcer, mettre en place des dispositifs qui permettent d'encourager ce lien ou de renforcer le lien entre l'université et l'entreprise. Je fais allusion notamment à l'interface université-entreprise, à l'association des anciens étudiants, l'observatoire de l'emploi des étudiants, etc. Alors, conclusion, en fait, je préfère conclure sur une note positive, je dis. Alors, sur l'aspect de la montée des pays en voie de développement dans le domaine de la recherche, développement et de l'innovation. Maintenant, les départements de recherche et développement sont en train de délocaliser des pays riches vers les pays pauvres, vers l'Inde, vers le Brésil, vers la Chine, enfin, pays pauvres en voie de développement. Et puis, des pays en voie de développement, à travers leur centre de recherche déjà construit, commencent déjà je dirais, à bousculer, à rivaliser avec les grands centres de recherche des pays riches. Parfois, on a observé même des pays en voie de développement acheter des grandes entreprises des pays riches, qui les reprennent, etc. Et puis, un dernier mot sur le miracle indien, c'est qu'à l'heure actuelle, l'Inde produit le plus grand nombre d'ingénieurs de haut niveau, avec des compétences élevées qui sont du niveau de l'Ahmadi et puis des autres universités aussi célèbres. Donc, je termine sur ça en vous disant, donc tout est possible. Merci de votre attention. إذا فيما بسم الله الرحمن الرحيم إذا فيما يخص المحاضرة المقدمة كان الهدف منها هو تبيان العلاقة الموجودة بين ما يسمى بفكرة التنمية الإقليمية ودور الجامعة. في هذا الإطار قدمت عدة نقاط أساسية منها هي أولا في إطار ما يسمى بالعلامة الصعوبة الآن في بيع والمنتجات المختلفة للمؤسسات. هذا المنافسة الموجودة أدت بلا بعض الدول إلى بناء ما يسمى مفهوم الكلستر أو ما يسمى بأقطاب التنافسية. هذه المفاهيم الجديدة التي أدت إلى تطوير الأقاليم، تطوير البلدان وتطوير عدة مناطق في كل الدول المتقدمة تمت على أساس تدخل الدولة بقوة في تنظيم وفي بناء هذه الأقطاب. ما هي يسمى معنى هذا القطب؟ القطب الحقيقة هو التالي، هو عبارة عن مكان تتواجد فيه مجموعة المؤسسات مختصة في بلاد معينة طبعا، الجامعات، مراكز البحث والمخابر، كل في مكان واحد، والهدف هو ما هو دعم هذه المجموعة في بناء مشاريع مشتركة، تؤدي إلى إنتاج منتجات جديدة جديدة وبيعها إلى donc بيع منتجات جديدة ومحاولة المحافظة على العمل وعلى العمالة داخل الوطن من جهة، لأن لما تكون منافسة وما يكونش بيع فإن هناك
النمو والتنميه. اذا ما هي شروط هذه الاقطاب؟ شروط الاقطاب هي قلت كما كنت اقول وضع هذه الطاقات في مكان واحد. ثانيا تدخل كبير للدوله، ولاحظنا هذا في المثال الامريكي. في امريكا هناك تدخل قوي للدوله رغم انها دوله لها حريه اقتصاديه وعدم تدخل الدوله راح نقولوا في منظار تاع ادم سميث وليس منظار كينزي وعلى الاقل منظار اشتراكي. ففي هذه الدوله هناك تواجد كبير للدوله من طرق من وجهه نظر المبادره، من وجهه نظر التمويل، من وجهه نظر تقنين العمليه. بحيث ذكرت مثال هو التالي، هو ان الدوله الامريكيه تمنع خروج بعض المخابر من امريكا الى باقي العالم. وفي الختام قلت ان هذه التجارب صلحت كثيرا وادت الى توزيعها واستعمالها وتصديرها الى عده دول. ذكرت المثال الفرنسي تقريبا يشير ليس ببعيد عن المثال الامريكي. وختمت خاتمه تقول ان الدول في طريق النمو الان وصلت الى مستوى انها اصبحت تنافس الدول الغنيه عبر الاقطاب وعبر التجديد وعبر البحث. فكثير من المؤسسات الان الدول المختلفه تشترى من طرف الدول الفقيره او في طريق النمو. فقلت هناك بامكاننا مستوى الجزائر كذلك اننا نضع، واختم في هذه الكلمه، اننا نضع اقطاب البحث التي نحن بصدد بنائها مع اقطاب التنافسيه حتى يمكن لنا تشكيل نقول وسائل لضمان اقتصاد جزائري ومنتج جزائري وضمان مستقبل اولادنا. وشكرا.